Elle m'a trompé et a demandé une prestation compensatoire. Mon avocat a invoqué la loi. Elle a quitté le tribunal condamnée à payer mon loyer pendant 3 ans. La juge a frappé de son marteau et a déclaré « Je fais droit à la demande ». La défenderesse versera au demandeur une prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant de 900 € par mois, prélevée à la source avec effet rétroactif à la date de l'assignation. Roxane est devenue blême, littéralement livide. Ses mains tremblaient en tenant le stylo Mandblank qu'elle avait acheté avec mon argent 3 mois plus tôt. L'avocat hors de prix qu'elle avait engagé, Maître Fabrice, celui qui facture 300 € de l'heure et porte des costumes italiens, a tenté de dire quelque chose, mais la juge s'était déjà levée. L'audience est levée. Je l'ai regardé. Je n'ai pas souri. Pas besoin de sourire quand on gagne. Je lui ai juste lancé ce regard qui disait tout. Tu as essayé de m'humilier, et maintenant tu vas payer, au sens propre du terme. Je suis sorti du tribunal judiciaire de Paris avec mon avocat, Maître Rémy, un homme de 60 ans qui avait travaillé 30 ans au titre de l'aide juridictionnelle avant d'ouvrir son propre cabinet. Il connaissait chaque virgule du code civil, chaque faille, chaque jurisprudence, et il coûtait moitié moins cher que le clown de Roxane. Gauthier, m'a-t-il dit dans l'ascenseur, je l'avais prévenu, je lui ai envoyé 3 propositions d'accord à l'amiable. Elle les a toutes refusées parce qu'elle pensait qu'elle allait vous écraser. L'orgueil coûte cher. Très cher, même. 900 € par mois. 10 800 € par an, prélevés directement sur la fiche de paie d'une autre fonctionnaire qui gagnait 6 000 € net. Elle allait le sentir chaque fois qu'elle ouvrirait son bulletin de salaire et verrait cette déduction, chaque mois sacré, pendant au moins 3 ans, jusqu'à ma réinsertion professionnelle complète. Laissez-moi revenir 6 mois en arrière, car cette histoire n'a pas commencé dans un tribunal, mais un jeudi soir. J'étais assis sur le canapé de notre appartement dans le 15e arrondissement, en train d'écrire le 10e chapitre d'une autobiographie pour un entrepreneur de la tech qui payait 3 000 € pour le projet complet. Roxane est rentrée à 23 h, encore une fois. Depuis 2 mois, elle avait commencé à rentrer tard, toujours avec une excuse. Réunion qui s'éternise, dîner avec l'équipe, événement professionnel. Roxane était inspectrice des finances publiques, un poste qu'elle avait obtenu après 3 ans de préparation intensive au concours de la fonction publique, à raison de 12 heures par jour. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était encore en prépa, vivant avec sa mère dans un studio à Bagnolet, mangeant des pâtes instantanées pour économiser sur les transports. J'étais prête-plume, en freelance. Je travaillais de chez moi, écrivant des livres, des articles, des scénarios et des biographies pour qui voulait bien payer. Je gagnais bien ma vie. Ça dépendait des mois. Il y avait des mois à 4 000 €, d'autres à 1 000. Mais j'avais appris de mon père, qui était expert comptable, une chose fondamentale. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Pendant que Roxane étudiait, j'investissais. 50% de tout ce que je gagnais partait en investissement. Du Bitcoin en 2016, quand personne ne le prenait au sérieux. Des actions de technologies américaines via un courtier international, un petit appartement près d'Antibes que je louais en saisonnier. Tout à mon nom, tout acquis avant le mariage, le tout sous le régime de la séparation de biens. Une exigence de ma part qu'elle avait trouvée offensante à l'époque, mais qu'elle avait fini par accepter parce qu'elle était sans le sou et avait besoin de quelqu'un pour payer les factures pendant qu'elle préparait son concours. J'ai payé sa prépa, ses livres, son inscription au concours. Quand elle a été reçue, j'ai payé la fête de célébration dans un bistrot gastronomique du Marais, 140 personnes, 1 500 € sur ma carte de crédit. Elle a pleuré d'émotion, m'a serré dans ses bras devant tout le monde et a dit « Tu as toujours cru en moi. Maintenant, nous allons grandir ensemble. » Grandir ensemble? Quelle blague! Quand elle a été nommée et a commencé à toucher ses 6 000 € nets, la première chose qu'elle a faite a été d'acheter une Audi A3 neuve. À crédit, bien sûr, parce qu'elle voulait commencer à se construire un historique de crédit. Ensuite, ce fut la salle de sport de luxe, cette chaîne l'usine qui coûte 200 € par mois. Puis les vêtements Mage, Sandro, The Couple. Tous les samedis, c'était shopping au bon marché. Chaque semaine, un nouveau sac. Gauthier, je le mérite. J'ai tellement étudié, je me suis privé de tant de choses. Maintenant, c'est mon tour. Ton tour. D'accord, ça ne me dérangeait pas. J'ai continué à travailler, à payer la moitié des charges de l'appartement en location où nous vivions,
à écrire jusqu'au petit matin pour livrer des projets, parce qu'un prête-plume n'a pas d'horaire. On travaille quand le client en a besoin, pas quand on en a envie. Et c'est là que les commentaires ont commencé. Gauthier, tu ne vas pas chercher un emploi stable? Un emploi stable, c'est un CDI avec une mutuelle et des RTT. Ce truc de freelance est trop instable. Je gagne bien ma vie comme ça. Tu gagnes bien. La semaine dernière, tu as dit que tu n'avais conclu qu'un projet à 1000 euros. Mais le mois dernier j'en ai conclu un à 4000. Mais c'est irrégulier. On ne peut pas planifier. Planifier. Elle, qui dépensait des fortunes chaque mois en futilité, voulait planifier. Et les commentaires ont empiré. Devant ses amis, des fonctionnaires elles aussi, des femmes mariées à des médecins, des avocats, des ingénieurs. Gauthier travaille à la maison. Il est écrivain. Le ton, ce ton, comme si écrivain était inférieur aux autres professions, comme si travailler de chez soi était de la paresse. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de faire du café quand je l'ai entendu dans la chambre, au téléphone avec sa sœur, Béatrice. Je n'en peux plus, Béatrice. Le mec passe ses journées en short et en tongs devant l'ordinateur. On dirait un chômeur. Et quand on sort avec mes amis, il n'a aucun sujet de conversation. Il reste silencieux dans son coin. Il me fait honte. Honte? Moi qui avais payé pour ses études. Moi qui avais tenu la barre quand elle n'avait rien. Maintenant qu'elle avait une fiche de paie bien garnie, j'étais devenu une honte. J'ai ravalé ma salive. Je suis resté dans la cuisine. Je n'ai rien dit, car j'avais appris une chose importante en travaillant sur les biographies d'entrepreneurs à succès. Quand quelqu'un vous montre sa vraie nature, croyez-le et préparez-vous. J'ai commencé à observer en silence, scientifiquement. Elle rentrait tard, toujours avec une excuse différente. Son téléphone, qui traînait avant n'importe où, était désormais toujours avec elle, dans la salle de bain, à la cuisine, au lit, l'écran tourné vers le bas. Un soir, elle est allée prendre sa douche et a laissé son téléphone sur la table. Une notification. Je n'allais même pas regarder, mais j'ai vu le nom sur l'écran. Raphaël. Le message disait, tu me manques. On se voit demain. Raphaël, avec un petit cœur. J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé revenir de la douche, prendre le téléphone, répondre au message en souriant. Pendant 2 semaines, j'ai tout documenté. Les heures de départ, les heures de retour, les dépenses étranges sur sa carte de crédit. Elle avait ouvert un compte joint avec moi des années auparavant pour plus de facilité, mais maintenant elle payait tout avec sa carte personnelle. Mais j'avais accès à ses relevés bancaires parce que le compte était toujours partagé, nous ne l'utilisions simplement plus. Hôtel, restaurant cher, un achat d'une 50aine d'euros dans une boutique en ligne spécialisée, un Uber vers une adresse à Neuilly-sur-Seine que j'ai cherché sur Google Maps, un immeuble résidentiel de haut standing. Raphaël y habitait. Je l'ai découvert sur son profil LinkedIn. Raphaël Dubois, 38 ans, associé d'une société d'importation d'électronique, marié, 2 enfants. Elle avait une liaison avec un homme marié. J'ai continué à garder le silence, travaillant normalement, la saluant, lui demandant comment s'était passée sa journée, agissant comme si de rien n'était, parce que je préparais mon échiquier, rassemblant des preuves, attendant le bon moment. Et le bon moment est arrivé un mardi. Elle est rentrée à 18h, plus tôt que d'habitude. J'étais dans le salon, relisant un script de podcast sur l'entrepreneuriat. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé, a pris une profonde inspiration. Gauthier, il faut qu'on parle. J'ai fermé mon ordinateur portable. À propos de quoi? De nous. Elle a regardé ses mains. Manucure parfaite, vernis rouge. La bague de fiançailles que je lui avais offerte pour notre 2e année ensemble. Je ne suis plus heureuse dans ce mariage. Pourquoi? Parce qu'on veut des choses différentes de la vie. Je veux la stabilité. Tu veux rester dans cette vie de freelance éternelle. Je veux construire un patrimoine. Tu veux vivre au jour le jour. Vivre au jour le jour. Moi qui avais près de 150 000 euros investis en crypto et en actions internationales dont elle n'avait aucune idée de l'existence. Et que proposes-tu? Le divorce, mais de manière civilisée. On partage ce qui appartient au couple. Chacun suit son chemin.
Et qu'est-ce qui appartient au couple, Roxane? L'appartement était en location, donc ça ne compte pas. Mais tu vas devoir te débrouiller. Je ne pourrai plus t'entretenir. M'entretenir? Comme si elle m'avait un jour entretenu. Mais ce n'est pas tout, a-t-elle poursuivi. J'aurai besoin d'une aide financière de ta part jusqu'à ce que tu te réinsères professionnellement. J'ai cru avoir mal entendu. Comment ça, une aide financière? Une prestation compensatoire, Gauthier, c'est mon droit. Je me suis habitué à un certain niveau de vie pendant le mariage. Si on se sépare, tu dois m'aider à maintenir ce niveau de vie jusqu'à ce que je me stabilise seul. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de ce rire qu'elle détestait quand je trouvais quelque chose de trop absurde. Tu trouves ça drôle? Oui. Tu gagnes 6 000 € par mois. Moi, quand tout va bien, j'en gagne 3, 4. Et tu veux une prestation de ma part? La loi me le garantit. Et en plus, c'est moi qui ai payé la plupart de tes dépenses ces 2 dernières années. C'est à ton tour de me rendre l'appareil. Elle avait déjà consulté son avocat, déjà étudié sa stratégie, déjà tout décidé toute seule. D'accord, Roxane. Si c'est ce que tu veux, on divorce. Elle a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Vraiment? Vraiment. Mais je veux aussi faire les choses correctement. Je vais engager un avocat. On formalise tout proprement, sans dispute. Parfait. Elle a souri. Ce sourire de quelqu'un qui pense venir de gagner. J'ai déjà un avocat, Maître Fabrice. C'est le meilleur dans le domaine. Tant mieux. Je vais en chercher un aussi. Elle s'est levée, a pris son sac. Je vais dormir dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'on règle ça. Pas de problème. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis sur le balcon de l'appartement, ce petit balcon étroit qui donnait sur une rue bruyante de Paris, et j'ai fumé 3 cigarettes. J'avais arrêté de fumer il y a 5 ans, mais je gardais un paquet de Marlboro au fond d'un tiroir pour les urgences. C'était une urgence. Le lendemain, j'ai appelé Maître Rémy. Un ancien client, un entrepreneur en logistique, me l'avait recommandé des années auparavant, quand j'avais eu besoin de faire réviser un contrat. Maître Rémy était le genre d'avocat qui ne tournait pas autour du pot, direct, efficace, sans chichi. J'ai pris rendez-vous à son cabinet, un vieil immeuble de bureau dans le centre, loin des tours de verre de la Défense. Une salle simple, des livres de droit empilés. Une odeur de café fort. Je lui ai tout raconté. J'ai montré les preuves de la liaison extra-conjugale. J'ai montré ses relevés de dépenses. J'ai expliqué qu'elle gagnait plus du double de moi sur le papier parce que mes revenus variaient et que je déclarais toujours moins que ce que je gagnais réellement. Une stratégie légale, puisqu'une partie de mes revenus provenait de contrats internationaux payés en dollars directement sur un compte à l'étranger. Maître Rémy a tout écouté. Quand j'ai eu fini, il a retiré ses lunettes, les a essuyées avec sa cravate et a souri. Gauthier, elle a commis l'erreur classique. Laquelle? Elle pense que la loi favorise les femmes par défaut, mais le droit français a changé. La prestation compensatoire n'est plus automatique. Elle dépend de plusieurs facteurs, le besoin de celui qui la demande, les ressources de celui qui la paie et la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Et dans votre cas, il a ouvert un carnet, a commencé à faire des calculs. Dans votre cas, elle gagne plus, beaucoup plus. Officiellement, vous êtes dans une situation plus précaire, revenu variable, sans la sécurité d'un CDI. Elle a tout ça, salaire fixe, stabilité, avantages. Et donc, on va retourner la situation. On va demander une prestation compensatoire pour vous. Je suis resté silencieux, en train d'assimiler. Vous êtes sérieux? Complètement. La loi est claire. Le conjoint dont les ressources sont supérieures doit compenser la disparité, indépendamment du genre. Et le juge regardera sa fiche de paie, 6 000 € net, et vos dernières déclarations de revenus, qui sont bien inférieures. Mathématiquement, vous y avez droit. Mais je n'en ai pas besoin. J'ai de l'argent investi. Elle n'est pas au courant de ça. Et ce que vous avez investi est un patrimoine personnel acquis avant le mariage, sous le régime de la séparation de biens. Ça n'entre pas en ligne de compte. Aux yeux de la loi,
vous êtes un freelance avec des revenus instables qui a besoin de se restabiliser après un divorce. C'était parfait, juridiquement parfait. Et combien puis-je demander? Ça dépend. Normalement, la prestation est fixée de manière forfaitaire, mais on peut demander une rente temporaire. Dans son cas, ce serait raisonnable de demander une rente sur quelques années. Je suggère de demander 1 200 € par mois et d'accepter de négocier autour de 9 cents. C'est une somme qu'elle sentira passer, mais qui n'est pas assez absurde pour passer pour de la vengeance. 900 € par mois de la part de la femme qui m'avait traité de fainéant devant sa sœur, qui me trompait avec un type et qui voulait m'extorquer une prestation en me prenant pour un idiot. Lancez la procédure. Vous êtes sûr? Parce que si on engage cette procédure, elle va devenir folle, elle va essayer de négocier et vous devrez être prêt à aller jusqu'au bout. Je suis prêt. Maître Rémy a souri. Alors, allons à la guerre. 2 semaines plus tard, Roxane a été assignée. Elle a reçu la notification à la maison, remise par un huissier de justice un samedi matin. J'étais dans le salon quand l'interphone a sonné. Elle a répondu, a trouvé ça étrange, et descendu pour la recevoir. Quand elle est revenue, elle tenait une grande enveloppe à la main, l'air perplexe. Elle l'a ouverte là, devant moi. A lu, relu. Ses mains se sont mises à trembler. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une demande de prestation compensatoire. Je demande une prestation. Tu me demandes une prestation? Pourquoi pas? Tu gagnes plus. Tu as la stabilité. Je suis freelance. La loi le prévoit. La loi ne prévoit pas qu'un homme demande une prestation à une femme. Si, elle le prévoit. C'est dans le Code civil, article 270. Maître Rémy m'a tout bien expliqué. Tu veux lire? Elle a froissé le papier, l'a jeté sur la table. C'est ridicule. Tu fais ça pour m'humilier. N'est-ce pas toi qui as dit que tu allais me demander une prestation? J'utilise simplement le même droit. J'ai besoin de cette prestation. Pas toi. Comment sais-tu que je n'en ai pas besoin? Sais-tu combien je gagne par mois, combien je dépense, combien de factures je dois payer? Elle est restée muette, parce qu'elle ne m'avait jamais posé la question, elle ne s'en était jamais souciée. Elle avait juste supposé que j'étais un raté qui gagnait des miettes. Tu es un Gauthier. Peut-être, mais un. Qui sait utiliser la loi? Elle a appelé maître Fabrice le jour même. J'ai entendu la conversation depuis la chambre, elle criait au téléphone, disant que c'était absurde, que le juge n'accepterait jamais, que j'étais un profiteur qui tentait une arnaque. Maître Fabrice a dû lui annoncer la mauvaise nouvelle, car après 15 minutes, elle a cessé de crier, sais-tu, n'a fait qu'écouter et quand elle a raccroché, elle est venue à la porte de la chambre où je me trouvais. Fabrice dit que tu as de réelles chances de gagner. Je sais. Il dit que je pourrais avoir à te payer jusqu'à 1 000 € par mois. J'ai demandé 1 200, mais j'accepte 9 cents. Elle a ri. Un rire nerveux, presque hystérique. Tu as planifié ça depuis le début. Tu es resté silencieux, collectant des informations, attendant que je demande le divorce pour pouvoir me détruire. Je n'ai pas planifié que tu me trompes, Roxane. Je n'ai pas planifié que tu me manques de respect. Je me suis juste adapté à la situation que tu as créée. Te tromper? De quoi tu parles? J'ai pris mon téléphone, j'ai montré les photos, les captures d'écran des messages de Raphaël, les reçus Uber pour l'appartement à Neuilly, le relevé de carte avec l'hôtel dans le quartier des Champs-Élysées. Elle est devenue livide. Tu as piraté mon téléphone? Je n'ai rien piraté du tout. Les notifications apparaissent à l'écran et le relevé bancaire du compte joint est mien de droit. Tu as commis une faute et il y a des preuves documentées. Si tu veux mener cette guerre sur le terrain moral, allons-y, mais je te garantis que tu sortiras perdante. Elle s'est assise par terre, littéralement, elle a glissé le long du mur et s'est assise, les mains sur la tête. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le divorce sans partage de biens, puisque nous avons un régime de séparation totale. Et je veux la prestation que la loi me garantit, 900 € par mois, pendant 3 ans, jusqu'à ce que je me restabilise. Et si je n'accepte pas? Alors nous irons au tribunal. Je présenterai les preuves pour un divorce pour faute. Le juge verra que tu gagnes plus, que tu as la stabilité, que tu as commis une faute,
que tu as demandé le divorce. Et là, en plus de payer la prestation, tu seras déclaré seul responsable de la rupture, ce qui pourrait nuire à ton image au travail. Imagine les ragots dans les couloirs de Bercy. Roxane a dû payer une pension à son ex-mari. Ce sera magnifique. Elle a pleuré. Pas ces pleurs dramatiques qu'elle faisait quand elle voulait quelque chose. De vraies larmes, celles de quelqu'un qui réalise avoir perdu. Je voulais juste être heureuse. Moi aussi. Mais tu as choisi d'être heureuse en m'humiliant. Maintenant, assume. Maître Fabrice a tenté de négocier. Il a offert 400 €. Maître Rémy a refusé. Il a offert 600. Maître Rémy a refusé. L'affaire est allée en audience. Et c'est là que s'est produite la scène que je vous ai racontée au début. La juge, Madame la juge Hélène Maréchal, une dame d'environ 50 ans, cheveux grisonnants, regard ferme, a lu tout le dossier. Elle a regardé Roxane, puis m'a regardé. La défenderesse perçoit un revenu mensuel net de 6 000 € en tant que fonctionnaire. Le demandeur a un revenu variable avec une moyenne de 2 500 € au cours des 6 derniers mois, sans aucun lien d'emploi ou garantie de continuité. La législation est claire. La rupture du mariage crée une disparité significative dans les conditions de vie respectives. Considérant le principe de proportionnalité et de raisonnabilité, je fais droit à la demande. La défenderesse paiera au demandeur une prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant de 900 € par mois, avec prélèvement à la source. Elle a frappé de son marteau. Roxane a quitté le tribunal sans me regarder. Maître Fabrice avait une mine d'enterrement. Maître Rémy m'a félicité avec cette poignée de main ferme de celui qui sait qu'il a fait du bon travail. Félicitations, Gauthier. Justice a été faite. Justice? Était-ce cela ou une vengeance déguisée en droit légal? Honnêtement, je m'en fichais. Le mois suivant, le premier virement est arrivé, 900 €, directement de sa fiche de paie sur mon compte. J'ai regardé le relevé bancaire et j'ai souri. Seul dans le salon du nouvel appartement que j'avais loué dans le 11e, un petit loft stylé. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter un billet pour Lisbonne. J'ai passé 2 semaines là-bas, travaillant le matin, buvant du vino vert dès l'après-midi, mangeant du poisson grillé dans des restaurants typiques le soir, le tout payé avec son argent. J'ai posté des photos sur Instagram, pas pour la provoquer, juste comme n'importe qui le fait en voyage. Mais je savais qu'elle les verrait, elle me suivait encore, et je savais que ça lui ferait mal. Parce que pendant que j'étais sur une plage près de Lisbonne, elle était dans un bureau minuscule à Bercy à auditer des entreprises, à gérer des contribuables en colère, à se faire réprimander par son chef. Et à la fin du mois, en ouvrant son bulletin de salaire, elle verrait cette déduction, 900 €, prestation compensatoire, tous les mois, pendant 3 ans. À mon retour de Lisbonne, ma sœur m'a appelé. Elle avait croisé Béatrice, la sœur de Roxane, au supermarché. Roxane va mal, Gauthier. Béatrice a dit qu'elle prend des antidépresseurs, qu'elle a perdu 8 kilos, que Raphaël a rompu avec elle parce qu'il la trouvait trop instable. C'est tout, je pensais juste que tu devais le savoir. Merci pour l'info. J'ai raccroché. Je n'ai ressenti ni pitié, ni satisfaction. Simplement un vide. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas fait ça par vengeance, mais par justice. Elle a voulu utiliser la loi pour m'écraser, pensant que la loi était automatiquement de son côté. Elle a cru que parce qu'elle était une femme, qu'elle gagnait plus, qu'elle avait la stabilité, elle pouvait demander le divorce, tout garder et même me faire payer pour ça. Mais elle a oublié une chose, la loi n'a pas de genre. La loi a une logique. Et quand on connaît cette logique, qu'on a les preuves, qu'on engage le bon avocat et qu'on met en place la bonne stratégie, on retourne la situation. Et la situation s'est magnifiquement retournée. Aujourd'hui, presque 1 an plus tard, ma vie est meilleure que jamais. J'ai terminé un gros projet, l'autobiographie d'un footballeur à la retraite qui m'a rapporté 10 000 €. J'ai tout investi. Mon portefeuille de crypto-monnaie a pris 300% de valeur l'année dernière. J'ai acheté un autre appartement sur la Côte d'Azur. Celui-ci, destiné à la location touristique, me rapporte 1 500 € par mois rien qu'en loyer. Financièrement, je n'ai pas besoin de sa prestation, mais je continue de la recevoir parce que c'est mon droit légal et parce que chaque fois que l'argent tombe sur mon compte, c'est un rappel. Tu as essayé de m'humilier et tu as perdu. Roxane.
J'en sais peu. Je ne la suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne pose pas de questions aux amis communs, mais de temps en temps, une information me parvient. Elle a dû vendre son Audi car elle ne pouvait plus payer les mensualités. Elle a repris le métro. A annulé sa salle de sport de luxe. A arrêté de voyager le week-end. Non pas parce qu'elle est devenue pauvre. Elle gagne encore plus de 5 000 € net après la déduction de la prestation. Mais parce que le style de vie qu'elle s'était construit, ce style ostentatoire, à montrer des vêtements de marque, à dîner dans des restaurants chers chaque semaine, ne rentre plus dans son budget. Et vous savez ce qui est drôle? Elle a créé tout ça toute seule. Elle voulait le divorce. Elle voulait utiliser la loi. Elle pensait qu'elle allait m'écraser, mais elle a oublié que j'ai passé 10 ans à écrire des histoires, à analyser des stratégies. À comprendre comment les gens qui réussissent gagnent des batailles. Et une chose qu'ils ont tous en commun, la patience, l'information et le timing. Roxane avait l'arrogance de celle qui vient de gravir les échelons, ce genre de personne qui oublie d'où elle vient dès qu'elle obtient quelque chose. Elle a oublié que j'avais payé sa prépa, que j'avais tenu la barre pendant qu'elle étudiait, que j'avais cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. Et quand elle a réussi, quand elle a obtenu son poste, quand elle a commencé à bien gagner sa vie, elle m'a vu comme un poids, un trophée terni qu'elle voulait échanger contre un nouveau modèle. Elle voulait un homme avec une grosse voiture, un costume italien, un titre pompeux sur sa carte de visite, et elle en a trouvé un. Raphaël, qui était aussi marié, qui trompait aussi sa femme, qui a rompu avec elle dès qu'il a réalisé qu'elle n'était plus la femme confiante et accomplie qu'il avait connue, mais une personne endettée, sous traitement médicamenteux, entretenant un ex-mari. Ironique, n'est-ce pas? Je n'ai trouvé personne d'autre, non pas par manque d'opportunité, mais parce que je n'en ai pas besoin. J'ai appris qu'il y a des choses plus précieuses que d'avoir quelqu'un à ses côtés. La tranquillité d'esprit, par exemple. La liberté, la capacité de se réveiller un samedi matin, d'ouvrir la fenêtre, de se faire un café, de s'asseoir sur le canapé en caleçon et de travailler à mon rythme sans que personne ne se plaigne que je devrais chercher un vrai travail. Je travaille de chez moi, en short et en tonne, et je gagne plus que la plupart des types en costume qu'elle voulait tant impressionner. La différence, c'est que je n'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Je ne poste pas de photos de vêtements de marque, je n'étale pas ma voiture. Je ne parle pas de combien je gagne, car la vraie valeur ne se prouve pas, elle se possède. Et Roxane n'a jamais compris ça. Elle a confondu l'ostentation avec la valeur. Elle pensait qu'être fonctionnaire titulaire, bien gagner sa vie, avoir la stabilité, était le summum du succès. Elle a oublié que le succès, ce n'est pas combien on gagne, mais combien on épargne, combien on investit, combien on construit sans dépendre de personne. Mon père, expert comptable, m'a toujours dit, Gauthier, il y a des gens qui gagnent 20 000 € par mois et qui sont ruinés. Et il y a des gens qui en gagnent 2 000 et qui sont millionnaires. La différence, ce n'est pas le revenu, c'est le caractère. Le caractère, ce mot devenu une blague dans notre société. Tout le monde veut paraître réussir. Personne ne veut vraiment réussir. Roxane voulait paraître. Moi, je voulais être. Et à la fin, quand les masques sont tombés, quand la vérité est apparue, quand la juge a frappé de son marteau et a décidé qu'elle devait me payer, il ne s'agissait pas de savoir qui gagnait plus ou moins, mais qui avait utilisé son intelligence, qui s'était préparé. Qui avait eu la patience d'attendre le bon moment. Il y a 6 mois, j'ai reçu un message d'elle. 2 heures du matin, j'étais à Biarritz, travaillant sur un projet pour un entrepreneur en technologie, logé dans un Airbnb avec vue sur l'océan. Gauthier, on peut parler. Je n'ai pas répondu. Je sais que j'ai eu tort. J'ai été arrogante. Je t'ai sous-estimé. Je n'ai toujours pas répondu. L'argent de la prestation me tue. Je n'arrive rien à mettre de côté. J'ai des dettes de carte de crédit. S'il te plaît, on ne peut pas renégocier? J'ai lu. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à lui dire qu'elle pouvait faire une demande de révision au tribunal, que si elle prouvait que sa situation avait changé, qu'elle était endettée, le juge pourrait réduire le montant. Mais je n'ai pas répondu, parce que sa situation n'a pas changé. Elle continue de gagner les mêmes 6 000 €, elle a toujours sa stabilité, toujours tous les avantages d'une fonctionnaire. Son problème n'est pas l'argent, c'est la gestion. Elle a dépensé ce qu'elle avait, ce qu'elle n'avait pas, et maintenant elle en paie le prix. Et moi, je suis là, libre,
tranquille, travaillant dans ce que j'aime, gagnant bien ma vie, voyageant quand je veux, sans rien devoir à personne. Chaque mois, le 25, l'argent tombe. 900 €. Je ne l'utilise même plus. Je le mets directement dans un placement séparé. À la fin des 3 ans, j'aurai accumulé 32 400 € rien que de la prestation. Je vais utiliser cet argent pour faire quelque chose dont mon père a toujours rêvé. Ouvrir un petit espace culturel, un lieu où les écrivains débutants pourront publier, où nous organiserons des lectures, des ateliers, des événements, un lieu à but non lucratif, juste pour l'art, pour la littérature. Et lors de l'inauguration, je mettrai une plaque à l'entrée. Espace culturel Antoine Sylvestre. En mémoire d'un homme qui m'a appris que le caractère vaut plus que l'ostentation. Je ne mettrai pas mon nom, je n'en ai pas besoin. Parce que la victoire n'est pas de se vanter, mais de construire quelque chose qui vous survivra. Roxane a voulu me détruire et, ce faisant, s'est détruite elle-même parce qu'elle m'a sous-estimé. Elle m'a cru faible. Elle a cru que j'allais accepter en silence. Elle a cru que la loi était automatiquement de son côté, mais la loi est aveugle. Et la justice, quand elle est bien utilisée, tranche des deux côtés. Commentaire, en partageant cette expérience, mon but n'est pas de célébrer une victoire, mais de parler de reconstruction. Parfois, le plus grand acte de gentillesse que l'on puisse s'offrir est de poser des limites claires. Apprendre à dire non au manque de respect est la première étape pour se dire oui à soi-même. Chacun est responsable de la paix qu'il souhaite construire dans sa propre vie. La guérison passe parfois par des décisions difficiles qui protègent notre dignité. L'objectif n'est jamais de détruire l'autre, mais de préserver son propre équilibre intérieur. Ne laissez jamais personne définir votre valeur ou vous faire douter de ce que vous méritez. Concentrez votre énergie non pas sur la bataille, mais sur ce que vous bâtirez après. Choisissez toujours le chemin qui mène à votre tranquillité d'esprit, même s'il est le plus difficile au début. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.